Hey, coucou les amis, aujourd'hui c'est un grand moment puisqu'on va passer la barre des 1000 kanji. Voilà, 1000 kanji vus avec la méthode HiSig. Donc bravo à vous si vous suivez la série depuis le début ou même si vous l'avez suivi de façon un peu plus sporadique. C'est grâce à vous que je continue, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour que je sache que vous êtes là, un petit commentaire, voilà. Et en tout cas, où que vous en soyez dans votre apprentissage des kanji, tant que vous n'arrêtez pas, vous allez progresser. Donc continuez, vous inquiétez pas. Oui, c'est beaucoup, mais vous voyez, on y arrive. Là, on va arriver à 1000 kanji. Donc 2000, bah, c'est faisable. Il n'y a pas de raison. Hein, c'est parti. Donc, la dernière fois, on avait vu pas mal de choses avec le riz. Hein. Et on va continuer avec la clé du riz. Hein. On commet le riz. Donc cette fois-ci, il est sympa, ce petit kanji. Donc on a encore la clé du riz à gauche. Et à sa droite, on va avoir la cave. Ok. Ça c'est la cave. 1, 2, 3. Et en dessous de la cave, on va avoir la terre. La terre, le sol. Ce kanji dont la prononciation on est sho, d'ailleurs il n'a qu'une prononciation on, il indique les choses cosmétiques, notamment du maquillage. Il est utilisé dans le terme, oh ils ne l'ont pas mis là, zut, keisho, c'est le maquillage. Voilà, le fait de se pomponner, si vous voulez. On peut aussi utiliser make, de make-up, de make-up, mais bon, keisho, il y a un joli mot japonais pour ça. Donc voilà, et bien moi j'ai imaginé une façon traditionnelle, peut-être au Japon, de faire une sorte d'onguent, une sorte de pommade cosmétique pour avoir une belle peau. Et qu'est-ce que j'ai mis dans ma pommade? Eh ben, j'ai mis tout ce qu'il y a dans ce kanji. C'est-à-dire que j'ai mis de la poudre de riz, j'ai mis du riz. Hein, vous savez, on avait vu la poudre la dernière fois, hein, où c'était avec la division à droite, wakaru. Donc j'ai de la poudre de riz mélangée à de l'argile. Je pensais à de la terre, du sol, de l'argile qui vient, de l'argile, de la terre, et je conserve tout ça dans une cave très longtemps. Jusqu'à ce que ça me donne une sorte de petite pommade qui me permet après de faire des exfoliations ou des choses comme ça. Donc tout cet aspect cosmétique, je l'ai imaginé par rapport à la préparation de cette petite pommade. Voilà. Le suivant. Alors, on a du riz, ok, qui va être sur la partie droite du kanji, parce que à gauche, on va avoir la clé du chemin, du cheminement, la voie E. Je ne l'ai pas très bien dessiné, donc il ne me l'a pas bien reconnu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ce petit kanji, que j'ai retrouvé en tapant le verbe mayou, qui veut dire se perdre, perdre son chemin, bah c'est le sens de ce kanji. Perdre sa route, perdre son chemin, être un petit peu paumé. Être paumé. Pourquoi il ne me l'a pas reconnu d'ailleurs? Peut-être parce que j'ai pas bien collé mes traits là. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ça ressemble quand même à peu près à ce que j'ai tracé. Mayo, un verbe très utile. Vous voyez, on est sur du N3 en termes de vocabulaire. Et une prononciation on, mei, qu'on trouve par exemple dans le terme meiwaku, bah voilà, vous avez juste en dessous, qui veut dire une gêne, un trouble, c'est-à-dire troubler quelqu'un, gêner quelqu'un. Meiwaku suru, embêter quelqu'un, le gêner, lui cause, le perturber. Par exemple, si vos voisins font trop de bruit, ils vous font meiwaku. Voilà. Il y a aussi un mot que j'aime beaucoup, avec une version légèrement modifiée de cette prononciation kun, qui est maego. Donc vous voyez, c'est maio qui est un peu contracté, qui devient mai,
et avec ko, de kodomo, l'enfant, et maigo, c'est c'est un enfant perdu. Mais on peut aussi avoir l'expression maigo ni naru, c'est je suis perdu. Maigo ni natta, avec le verbe naru, devenir. On l'entend pas mal dans les chansons pour dire par exemple là je suis perdu sans toi, sans ton amour. Voilà. Donc c'est un enfant qui a perdu son chemin. Alors comment on va perdre notre chemin à cause du riz? Eh bien pensons au petit poucet. Pensons au petit poucet. Vous vous souvenez le petit poucet? Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas perdre son chemin? Il met des petits morceaux de pain. Puis après il y a les oiseaux qui viennent les bouffer et il est quand même perdu. Et bah, on va juste modifier l'histoire un petit peu, on va le rendre un petit peu plus japonais, notre petit poucet, un petit peu plus asiatique, et donc plutôt que du pain, il va mettre des grains de riz. Mais tout pareil, les oiseaux vont les bouffer et tout. Remarque, des grains de riz tout secs, je sais pas si les oiseaux les picorent, mais bon. Voilà. Donc perdre son chemin, bah, le pauvre petit poucet a perdu son chemin parce que les petits grains de riz qu'il avait mis sur le chemin ont été mangés par les oiseaux. Oh, oh, oh. Le suivant. Tchoc, tchoc. Ah oui. Iki. Toujours notre clé du riz, que je fais vraiment pas très bien. Voilà. Pas trop longue à droite. Difficile de s'arrêter avec le trackpad. Donc la clé du riz, le chiffre 9 et le chiffre 10, ou l'aiguille. Ok. Du riz est 90. Ok. Ce kanji-là, alors son sens premier, celui qui a mis le mot-clé qu'a attribué M. Heissig, c'est chic, quelque chose de chic. Iki, ce mot-là, ça veut dire effectivement quelque chose de sophistiqué, voilà, de raffiné, ce genre de choses. Et la lecture on, ça va être sui. Tiens. Kokusui, ouais. Donc un petit peu abstrait, mais on peut lui donner un sens un peu plus concret. Bah, imaginons un restaurant extrêmement chic au Japon. Bah, dans ce restaurant extrêmement chic, le bol de riz est à 90 €. Ultra cher, hein, voilà. 9, 10, 90. Du riz à 90, du riz à 90 € ou 90 000 yens si vous voulez. Bref, bah voilà, bah c'est quand même plutôt un restaurant assez chic. Hein. J'ai pas forcément envie d'aller dans un restaurant comme ça, moi. Après, il y a des... Oh, hier, je me suis fait un plaisir ultra simple. C'était juste... comme dans le dessin animé Gudetama, je me suis fait juste du riz dans lequel j'ai cassé un œuf cru. J'ai mélangé et mis un petit trait de sauce soja. C'était absolument divin. Alors, le suivant. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on l'ait pas vu juste après celui de perdre son chemin. Vous allez voir pourquoi. Parce que on a exactement le même truc. On a encore perdre son chemin. Donc, vraiment exactement ce kanji-là. Et, oui d'ailleurs, pardon. Excusez-moi, je vais plutôt commencer par le commencement. D'abord, on va avoir la clé du langage. Voilà. La clé dire. If. C'est pas très bien fait. Et ensuite, on va avoir perdre son chemin, perdre sa route. Vous voyez, quand on a la clé du chemin, l'ordre des traits est un petit peu bizarroïde. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Non, toujours pas. Hein. Mais c'est pas grave, parce que c'est un mot assez sympa qui est le mot nazo, qui veut dire une devinette, une petite énigme. Quelque chose d'énigmatique, une devinette. Hein, vous voyez, c'est marrant l'ordre des traits sur ces kanji, parce que voilà, on fait d'abord la clé à gauche, ensuite on fait la partie droite, et après on fait la partie du milieu, avec le chemin. Voilà. Donc, nazo. Voilà, nazo, avec le petit signe de répétition ici, que vous voyez. Voilà, quand vous faites des devinettes, des petites énigmes, eh bien, qui nous pose des cols, des devinettes? C'est le Sphinx notamment.
Donc j'ai imaginé que notre petit poussé qui tout à l'heure avait perdu sa route, un peu comme dans le jeu vidéo Mario Odyssey, si vous y avez joué, c'est génial ce jeu, incroyable. Euh, une fois qu'on a perdu sa route, on tombe sur un sphinx qui nous dit des choses, qui va nous aider à retrouver notre route, mais d'abord, il faut résoudre une devinette. Dommage. Ça peut être un sphinx, ça peut être une autre petite statue, un jizo, bref, quelque chose qui vous parle. Moi, je suis très visuel, les statues, tout ça, ça me parle. Donc, dire quelque chose pour retrouver son chemin à quelqu'un qui a perdu son chemin, ah bah oui, ça me fait penser au sphinx qui va vous poser une petite colle, une devinette. Alors, le suivant, toujours avec notre clé du riz, à gauche. Et à droite, je vais avoir le soleil levant, donc du soleil qui se lève sur l'horizon. Et en dessous, le pays natal. Pas sûr d'avoir fait le bon ordre des traits, mais c'est pas bien grave. Voilà, il me l'a quand même reconnu. Merci Dicio. Ce kanji représente des provisions, de la nourriture que vous avez accumulée. D'ailleurs, à droite, là, c'est ce composant là avec le soleil levant et le pays natal en dessous. Je vais d'abord en profiter pour vérifier l'ordre des traits. Ah oui, j'aurais dû faire le trait vertical avant celui-là, c'est pas bien grave. Tout seul, donc à la partie droite, c'est un kanji qu'on a déjà vu, hein, qui signifie les quantités. Notamment, j'avais pensé à des quantités de nourriture qu'on voyait, puisque dans mon pays natal, il y avait plein de rizières. Et ben là, on peut continuer notre histoire avec nos rizières, puisqu'on a carrément la clé du riz. Bon, donc, en prévision de l'hiver, hein, ou dans mon pays natal, là, on a une grande quantité de riz qu'on met bien à l'abri pour faire des provisions toute l'année, pour être sûr d'en avoir toujours à manger. Les Japonais sont assez... les plus fins gourmets japonais guettent l'arrivée sur le marché du riz, du riz de la dernière récolte, si vous voulez, en fonction de la saisonnalité. Nous, on ne s'interroge pas trop sur de quand date le riz quand on le mange. Est-ce que c'est du riz de cette année, de l'année dernière? Bon. Mais les gourmets japonais sont très sensibles à ça. Voilà, donc des provisions. On a cette lecture kun-kate qu'on trouve aussi. En l'eau, je la connais pas trop. Et oui, hein, le riz, c'est le fondement de la culture japonaise. Hein. C'est pour ça qu'on a partout des rizières du riz dans les kanji. Donc servons-nous-en. Hein. C'est très bien pour faire des choses un peu physiques. Hein. C'est plus facile de se souvenir d'un objet physique que juste d'une idée abstraite. Là, cette fois-ci, on va avoir la clé des plantes, des fleurs, puisque c'est justement un kanji de fleurs. En dessous, je vais avoir une sorte de serpette. Hein. Celui-là, le sens que lui met Heissig, c'est ligoté, le fait d'avoir quelque chose qui est ligoté. Bon, ok. Moi, j'aime bien, ça me fait penser à une forme de faux. Donc parfois, dans ma tête, je me dis, c'est ma petite serpette pour aller faucher je ne sais quoi, des blés. Et évidemment, en dessous, on a notre riz. Ok. Donc un kanji plutôt vertical, un kanji assez joli, je trouve. On va retrouver ici. Donc c'est une plante, et une fleur extrêmement importante pour les Japonais, puisque c'est le chrysanthème. Alors la symbolique du chrysanthème au Japon n'a rien à voir avec la symbolique du chrysanthème en France, où c'est plutôt associé au deuil, aux enterrements, tout ça, on voit ça dans les cimetières. Au Japon, c'est associé à la famille impériale. Voilà, c'est la fleur de la famille impériale. Le trône du chrysanthème, on dit. Du coup, moi je m'étais fait une histoire par rapport au chrysanthème et à la famille impériale, c'est-à-dire que la famille impériale, bon, surtout, enfin pas à l'époque moderne, mais voilà, j'imaginais un empereur très puissant et dont le symbole c'est une fleur.
D'où voilà, on a la clé des fleurs, qui représente sa domination sur le reste du pays et comment il domine le reste du pays par l'impôt. Donc ça veut dire que ceux qui fauchent avec leurs petites serpettes leur riz, eh bien ils doivent verser beaucoup de riz, puisqu'on payait ses impôts en riz autrefois, par des koku de riz, des grandes quantités. Et donc voilà, c'est comme ça que je m'étais fait une histoire un peu alambiquée, je vous l'accorde, mais c'est vrai que bon, quand on est sur de la botanique, faire une histoire spécifique sur le chrysanthème, vaut mieux repartir de qu'est-ce que ça évoque pour vous le chrysanthème, quoi. Peut-être que vous pouvez vous faire un truc avec le deuil, mais je vous conseille de vous faire une histoire avec la famille impériale. Ça, voilà, comme ça vous avez double effet qui se coule, vous retenez un truc un peu culturel, et puis le kanji avec. Sa lecture, c'est Kiku, tout seul, il se prononce Kiku, sans autre complexité. Rien à voir avec bien sûr le verbe kiku ou d'autres. Le suivant. Alors, on commence par une petite goutte de pluie. En dessous, on a un enclos, un grand enclos, hop, avec 3 traits là, dans lequel on va trouver, je vous le donne en mille, du riz, et oui, du riz partout. Mais c'est tellement bon. Et en dessous, je vais avoir grand, Dai Oki, ou le grand chien, le grand Saint Bernard, d'après Monsieur Heissig. Ok. Ce kanji-là qui se prononce Oku, et qui signifie le fond, ou l'intérieur, notamment l'intérieur d'une maison. Moi j'aime bien l'idée que c'est le fond de la maison, c'est-à-dire la partie qu'on voit pas depuis la rue, quoi. Enfin la cuisine, tout ça. C'est aussi un kanji qui, ce terme oku, il est aussi utilisé pour désigner les femmes, dans le sens les épouses. Ah oui, oku-san, c'est la personne qui reste à l'intérieur de la maison. C'est hyper tradit, très très vieux jeu ces dénominations. Vous voyez la profondeur de la forêt. Mori no oku. Voilà, vraiment le cœur qui est à l'intérieur, quoi. Ce qui ne se voit pas vraiment de l'extérieur. Donc ce kanji-là, quelle histoire je m'étais fait? Qu'est-ce que je m'étais fait pour essayer pour le mémoriser, puisque je ne l'ai pas trop oublié. J'ai plus trop d'idées là. Notre petit kanji numéro 997. On va regarder ce qu'on nous raconte sur Kohi. Oui, parce que le mot-clé qu'a mis à Monsieur Heissig, c'est the core, dans le sens le noyau. Vraiment le centre. Le nucléus. Pas mal ça. Imaginons que voilà, vous pouvez garder. J'aime bien cette histoire parce qu'elle nous fait le lien avec le okusan, l'épouse, la femme au foyer, bien tradie, qui reste au fond de la maison. On peut avoir l'idée que au cœur de la maison japonaise, là où se trouve l'épouse qui travaille, qui fait à manger, il y a un petit enclos dans lequel elle conserve du riz, et qui est gardé par un grand chien pour pas qu'on lui pique. Momonoku, au fond de la pêche. Dooms. Alors non, ça va pas être le noyau de pêche. Je pense pas qu'on va pouvoir dire ça. Parce que vraiment, Oku tout seul, c'est... Ouais, c'est quand même vraiment le fond d'un lieu, quoi. Pas d'un petit truc. Tu pourrais dire Momonotu, Shin. Il y a sans doute un terme pour dire le noyau d'un fruit, mais je vous avoue que je suis pas sûr de le connaître. Je vous le trouverai à l'occasion. Ok. Le suivant. Alors, cette fois-ci, on a le riz qui est sur la tête d'une femme. Eh oui, une femme. Une paysanne bien solide qui porte
un gros sac de riz sur sa tête. Et à droite de ça, on trouve le sinistre Taskmaster, le contremaître. Vous savez que c'est un personnage avec qui je fais des histoires souvent un peu sordides. Comme ça, je les retiens plus. C'est mon esprit mal tourné. Ce kanji-là, il est hyper important. Ça va être du N3, je pense. Voilà. Puisque ça veut dire un nombre. Un nombre. Kazu. On a aussi le verbe kazoeru. Hein. Oui, effectivement, plutôt shin, le kanji que tu as mis dans le chat, hein, qui désigne une... c'est la mine, comme la mine de crayon. Hein, voilà ce qui se trouve vraiment au centre. Hein. Mais je pense que... ouais, peut-être que shin tout seul marche pour ça, mais il y a sans doute encore mieux, peut-être. I don't know. Vous savez, la botanique, tout ça, c'est pas mon fort, la biologie. Bref, donc kazoeru, compter. Là, on est dans les mathématiques. Hein, et donc, notre salopard de Taskmaster, qu'est-ce qu'il compte? Eh bien, il compte... là, j'ai imaginé qu'il avait un harem de femmes à son service, plein de femmes esclaves, parce que voilà, c'est quand même vraiment un salopard, ce monsieur. Et qu'il les... Voilà, pour vérifier qu'il n'y en avait pas une qui était... comment dire, qui se reposait parce que c'est ses esclaves. Ben voilà, il était en train de compter les femmes qui passaient devant lui pendant que lui il faisait rien. Et qu'il était femmes qui passaient devant lui en travaillant à la rizière et en train de porter des boisseaux remplis ou des sacs de riz sur leur tête. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai retenu le sens de compter, kazoeru, hein. Ce, comme dans, par exemple, sugaku, les mathématiques, hein, l'étude des chiffres. Sugaku, les mathématiques. Vous le voyez ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 999. On se rapproche, les amis. Alors, il est un peu compliqué celui-là. Enfin, compliqué. Non, mais parfois je le confonds un peu avec le précédent quand je le regarde trop vite. Cette fois-ci, on a encore les femmes qui portent du riz. Mais elles font ça dans la partie droite du kanji, pas à gauche. À gauche, on a la clé de l'arbre. Donc, je vais continuer mon histoire de la dernière fois par rapport aux chiffres, justement. Donc mon vilain contremaître là qui compte les femmes qui travaillent pour lui à porter des sacs de riz, eh bien il les compte pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur son harem, sur sa rizière, sur son domaine. Il monte en haut de l'arbre et il s'en sert comme d'une tour de garde. C'est le sens de ce kanji, la tour de garde. Alors, Takadono, ça je connais pas trop. Ouais, je connais pas trop comme mot. C'est pas indispensable, mais donc il y a surtout cette prononciation ro qu'on trouve pas mal. Comme un Shinkiro, le mirage, magnifique. J'ai pas beaucoup de vocabulaire qui me vient là. Rokaku, ouais, bon. On n'est pas sur un kanji méga fréquent, vous voyez, il est assez bas là. Dans le classement en termes de fréquence, mais il n'est pas trop dur à retenir. Si vous faites une histoire avec le contremaître, ça peut marcher. Ok, et enfin on arrive à notre kanji numéro 1000, les amis. On fera une petite danse de la victoire juste après. Alors, il est un peu abstrait, mais on a le riz en haut à gauche, dans le quart supérieur à gauche du kanji. En dessous, on a quelque chose de grand, le grand chien, le grand Saint-Bernard, comme dit Monsieur Heissig. Et à droite, j'ai la tête, Atama. Hop. Voilà. On trouve dans des kanji comme le dai de Mondai, par exemple, qui tout seul veut dire
Peiji, la page. Voilà, ce kanji-là veut dire la sorte, la variété de, un genre de quelque chose. On le trouve notamment dans le mot shurui, qui veut dire une sorte, une variété, un genre de, un type. Il y a ce mot tagui, qu'on trouve pas mal. Vocabulaire élaboré, mais quand même. Et sinon, vraiment cette prononciation de Louis, comme dans Luigi suru, ressembler. La ressemblance, Luigi. Rien à voir avec le frère de Mario, Luigi. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre Takadono et le Taka du faucon, Dooms? Alors, aucune idée. Ça serait super intéressant que tu recherches cette info, mais pourquoi pas. Dono, ça veut dire aussi un gentilhomme, ou un palais. Donc, je pense que c'est plutôt le Taka de Takai, parce que Dono, c'est un palais. Enfin, bon, bref. Takadono, c'est pas. Enfin, moi, j'ai découvert ce mot-là avec vous. Je ne connaissais pas particulièrement. Donc vraiment shurui, tagui, ça c'est des mots qui arrivent surtout shurui, vous voyez, c'est pour ça que c'est un kanji niveau N3, un mot très très courant dont vous allez avoir besoin quand par exemple vous voulez dire il y a deux sortes de, vous pouvez dire ni shurui desu, ni shurui. Eh bien, moi je m'étais fait une histoire un peu alambiquée sur les variétés de riz. Toujours le riz. Et je m'étais dit qu'il existait une variété de riz qu'on appelait le riz à grande tête. Et j'ai imaginé que c'était un riz un peu asymétrique, où il y avait vraiment un gros rond, une grosse partie très ronde, et puis après une toute petite pointe. Et je l'ai appelé dans ma tête le riz à grande tête, et que c'était une sorte extrêmement rare, extrêmement chère de riz. Peut-être que c'est ce riz-là qui coûte 90 € le bol dans le restaurant qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc c'était notre kanji numéro 1000. Et pour célébrer ça, je vais mettre mon petit masque de Tengu. Je le mets juste pour le fun là, parce que si je le garde pour le reste du live, vous n'allez pas comprendre grand chose à ce que je dis. Voilà. Donc bravo à vous, c'est la fête. 1000 kanji. Yay! Et donc comme c'est la fête, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne l'énergie de continuer. Je l'avais utilisé pour une scène de théâtre. Il a un petit côté priapique, ce Tengu. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le priapisme, je vous laisse faire une recherche Google Images, vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc, le kanji numéro 1001, puisque maintenant on est reboosté, on continue. Il désigne aussi quelque chose de très important dans la culture japonaise. Alors, peut-être pas aussi important que le riz quand même, on va se calmer. Voilà, on commence par la clé de l'eau. Ensuite, on a... J'ai mal dessiné. On a l'arbre de l'eau. L'arbre, le bois, quelque chose en bois. Et en dessous, j'ai une petite variante du grain de riz qu'on va dessiner comme ça. Ok, ceci, quand vous le voyez dans un kanji, c'est une variante du grain de riz. D'accord ? Donc il faut que vous le reconnaissiez, que vous puissiez le reconnaître comme tel. Donc ce kanji, il est pas super joli, en fait, surtout quand c'est moi qui le dessine. Je vais essayer de faire un peu mieux quand même. Surtout ça. Ça ressemble un peu à ma tortue, ouais. Non, je fais assez mal celui-là. Bref. Et je vous ai dit, c'est un objet important, un ingrédient important dans la culture japonaise. Puisque c'est le lac, ou la lac. C'est toujours une hésitation, parce que... voilà, le vernis, urushi. Si vous pensez à tous les objets en lac, comme un joli bol, bien laqué, noir, c'est ça, c'est ce terme-là, urushi. Donc,
Bien, les objets laqués, quelle est leur particularité? Haha. Eh bien, c'est qu'ils permettent de... Ah oui, mais c'est parce que je... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai plus les yeux en fait. C'était l'enthousiasme des 1000, ça m'a mis dans tous mes étapes. J'ai oublié un gros bout de ce kanji, puisque en dessous du bois, on va retrouver le parapluie. Voilà, le petit chapeau qui est essentiel pour l'histoire mnémotechnique que je vais vous donner. C'est pas pour autant qu'il va mieux me le reconnaître, si, un petit peu. Il me l'avait reconnu juste avant, là. Ouais, bizarre. Donc oui, j'avais oublié le petit chapeau conique, hein, le petit parapluie. Euh, Pourquoi c'est important? Parce que l'histoire que moi je m'étais mis sur ce kanji, c'était l'idée que quand on mettait sous forme liquide, hein, avec de l'eau là, sur du bois enfin qu'on laquait un bois, un truc en bois, ça permettait d'en faire quelque chose, d'en faire un récipient par exemple, un petit bol, avec un joli petit couvercle, dans lequel vous allez pouvoir conserver le riz, et qui sera à l'abri justement de l'humidité, tu vois. On retrouve plusieurs fois l'humidité dans mon histoire, avec à la fois le lac ou la lac, je sais jamais ce qu'on dit, qui permet de vernir, ou le vernis si vous voulez, le vernir le bois, et protège le riz, comme un parapluie, de l'humidité. Voilà, donc je m'étais fait cette petite histoire, et ça fait que du coup, ce kanji, c'est assez rare que je l'oublie. Voilà, voilà. Le suivant, parfois je l'oublie un petit peu. On va avoir la lune à gauche, ce qui montre que, si vous avez suivi les épisodes précédents, on va parler d'une partie du corps. Et là, on va avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire le bois, l'arbre, et en dessous, le parapluie, et encore en dessous, du riz. Ok. Des grains de riz. Ce kanji désigne les genoux. Hiza. Hiza. La prononciation shitsu, je vous avoue, je la connais pas trop. Oula, oui, parce que là, on est sur de l'anatomie à fond, là. Ça va être un peu compliqué. Mais bon, hein, Hiza. On a aussi Hizamazuku, mais là, on a un kanji dédié, qui est d'ailleurs pas un Joyo kanji. Mais voilà, donc Hiza. Quelle histoire je m'étais fait avec ce kanji. Oh, je m'en souviens plus trop. C'est pas grave, quand on a des oublis, on demande de l'aide aux amis. Donc je vais demander de l'aide à un ami Jean-Pierre. Et il y en a qui ont fait des parallèles avec justement le vernis qu'on vient de voir, les objets en lac. Ah oui, c'était ça. C'était l'idée que je me mettais pour que traditionnellement, j'avais pensé aux samouraïs, aux armures de samouraï, et j'avais pensé que pour se protéger les genoux lors des batailles, ils se mettaient, donc sur la partie du corps sur lesquelles ils mettaient des objets en lac, hein, j'avais gardé l'idée des objets en lac du kanji précédent, pour pas se blesser, c'était leurs articulations et en particulier leurs genoux. Ce qui disait d'ailleurs que parfois je le confondais avec celui de Hiji, qui veut dire le coude, ce kanji-là, parce que je me disais, oui, alors attends, je protège mes articulations avec un truc en lac. Est-ce que c'est les coudes ou est-ce que c'est les genoux? Donc c'est bien les genoux, hein, que je protège ici dans mon histoire. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai un arbre. Alors, le suivant, celui-là, c'est un kanji très courant, mais le mot-clé qu'a choisi monsieur Heissig est beaucoup, beaucoup trop complexe, donc on va essayer de l'ignorer un peu complètement. Dans la partie droite, je vais avoir le mouton
mais qui va être combiné en dessous au grain de riz. Et il va être combiné grâce à ce grand trait vertical là, sur lequel on va ensuite venir greffer la fin de notre mouton et la fin de notre grain de riz. Je ne sais pas si me l'a reconnu, je vais peut-être pas très bien dessiné, c'est pas grave. Ce kanji là, c'est le sama de Kami-sama, Okyaku-sama. Le mot-clé qu'a mis ici, c'est ça. Donc ça nous aide pas parce que ça veut dire Esquire, qui est un terme, voilà, un terme britannique qui veut dire écuyer. Ok, donc une espèce de terme pour désigner la noblesse. Bon, moi ça me parle pas du tout perso. Ça correspond, on va quasiment jamais avoir besoin de ce sens-là. Ce qui est important, c'est que ce sama, vous sachiez que c'est un terme honorifique. Vous l'avez entendu, comme quand on parle de kami-sama, Dieu, ou de okyaku-sama, un client. C'est aussi le sama qu'on trouve dans kisama, hein, qui est plutôt insultant d'ailleurs. Voilà. Donc voilà. Mais à l'origine, c'est quelque chose d'extrêmement honorifique. Hein. Okyaku-san, c'est quand vous respectez vos clients. Okyaku-sama, c'est encore plus respectueux. C'est ce qu'on appelle du keigo, hein, du langage très poli. Voilà. Et on a aussi cette prononciation yo qu'on trouve beaucoup, sho beaucoup moins, comme dans le mot par exemple yo-se, hein, la situation, l'état des choses, l'apparence aussi. Donc c'est quand même un kanji très fréquent, même s'il a un sens un petit peu abstrait, avec ce caractère très honorifique. Du coup, j'ai un peu oublié moi l'histoire que je m'étais fait dessus. En plus les autres là, ouais. Il y a quelqu'un qui a pensé au créateur. Bah oui, c'est pas mal ça. Imaginez que Dieu a tout créé. Dieu a créé la nature. Kami-sama a créé la nature. Hein. Le premier jour, il a créé des arbres. Ensuite, il a créé des moutons et pâturage, hein, pour l'agriculture. Et puis, il a donné le riz. Hein. Bah, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien cette histoire. Si vous pensez vraiment à Kami-sama, Dieu ou un dieu, hein, quand on dit Kami-sama, c'est pas forcément un seul dieu. Hein. Vous savez, dans le Shinto, il y en a plein des dieux. Hein. Dans le Shintoïsme. Tiac, j'ai une saleté sur mon écran qui m'agace beaucoup. Hop. Donc voilà, donc ce Kami-sama qui a tout créé, qui nous a donné, ou alors vous pouvez penser qu'à l'honneur de Kami-sama, on fait un joli banquet et qu'on sacrifie un mouton sacrificiel avec un bon plat de riz et un grand feu de bois, quelque chose comme ça. J'aime bien cette idée-là, je pense que je vais essayer de la retenir. Alors, le suivant. Alors, c'est un kanji qui ressemble un peu au grain de riz, mais qui est assez différent quand même. Puisque on va avoir d'abord un trait horizontal, ensuite un trait vertical, ensuite on fait comme le grain de riz, et un petit trait à la fin. Voilà. Donc je trouve qu'il a une forme assez originale celui-là. Je trouve qu'on ne confond pas trop avec les autres. Et voilà. Pourquoi il nous embête? Je regarde juste pourquoi il nous le. Avec quoi il nous le. Monsieur Heissig nous fait une petite remarque qui m'intrigue dans le bouquin. Ah oui, non, d'accord, ok. Donc, ce kanji dont la prononciation on est Q et dont la prononciation kun est le verbe motomeru, qui veut dire demander quelque chose, et mettre une requête, requêter, hein, c'est le mot-clé qui est choisi, la requête. On le trouve souvent. Hein, par exemple, voilà, vous voyez Kushoku qui veut dire le fait de chercher un boulot. On a Kubo ou Boku. non.
m'emmène les pinceaux dans ma tête, c'est pas grave. Ouais, Kiku. Ah non, je confonds avec Boshu, pardon. Non, et Kyujin, voilà, c'était Kyujin. Voilà, Kyujin. Littéralement, quand on demande des gens, quand on a une requête pour des gens, c'est une offre d'emploi. Kyujin, le recrutement. Enfin, ça peut être le recrutement ou une offre d'emploi. Ça dépend vraiment du contexte. Voilà, le moment où on a besoin, on envoie une requête pour dire ah ben on a besoin de gens. Voilà. Pourquoi je m'étais en mes pinceaux, c'est un mystère. Alors, et ce verbe motomeru qui est très courant, qui veut dire avoir besoin de exprimer un désir pour quelque chose, une requête. Voilà. Donc moi, je n'ai pas un million de méthodes pour celui-là. Parce qu'il est un peu, pour moi, il s'apprend un peu en tant que tel, quoi. Ou alors, vous pouvez imaginer peut-être une ressemblance avec Inu, le fait que, comme il ressemble un petit peu, le fait que il y a un chien qui a faim et qui vous voit manger un bol de riz et qui va vous demander avec ses yeux de chien battu que vous lui donniez un petit peu à manger. Ça peut peut-être marcher. On va essayer de le retenir comme ça. Mais donc il y a cette idée de requête, de demande, qu'on va utiliser dans le kanji suivant. Cette fois-ci, on va voir la clé du roi. Le roi à gauche. Et à droite, notre requête. On va toujours avoir la prononciation Q encore pour ce kanji-là. Et c'est notamment le Q du mot Chikyu, la terre. La terre, puisque ce kanji signifie une sphère, une balle. Une balle. Prononciation Tama, qui est fréquente, et prononciation On, qui est Q. Voilà, comme dans Chikyu, la terre, Chikugi, le globe, Yaku, le baseball. Yaku, c'est la première fois qu'on voit ça et qu'on se dit mais pourquoi ils ont importé le baseball? Pourquoi ils n'ont pas importé le mot baseball? Ben non, ils ont préféré avoir leur propre mot, les Japonais, avec Yaku, c'est-à-dire la balle qu'on joue à l'extérieur dans la plaine, dans le champ. Voilà, Tama. Eh bien, moi j'ai pensé au roi et le fait que la vie de roi c'était compliqué et que tout ce qu'aimerait bien le roi, tout ce qu'il demande finalement, c'est que à la fin de la journée on le laisse un peu souffler, et pour souffler, qu'est-ce qu'il fait? Il joue à la balle. Voilà. Il demande juste à pouvoir jouer un peu à la balle à la fin de la journée, qu'on lui foute la paix. C'est tout ce qu'il demande, c'est sa seule requête. Et là, on va voir la requête de quelqu'un d'autre, la requête du sinistre personnage qu'on a vu tout à l'heure, le contremaître. Et cette fois-ci, notre contremaître, toujours à droite, enfin, souvent à droite, pardon. Donc j'ai mon contremaître à droite et à gauche, j'ai la demande, la requête. Qu'est-ce qu'il veut en fait, notre contremaître, qui est un salopard? Et bien comme beaucoup de méchants, en fait, c'est quelqu'un qui souffre à l'intérieur. Et c'est quelqu'un qui souffre et qui demande à ce qu'on le sauve, tout simplement. Est-ce qu'on va réussir à lui pardonner toutes ses exactions? Est-ce qu'on va réussir à sauver son âme à notre vilain contremaître? Je ne sais pas. Mais donc c'est le verbe suku qui veut dire sauver. Sauver quelqu'un. Ce Q, on le trouve dans, voilà, QQ, l'urgence, l'urgence de sauver quelqu'un. Comme dans le mot QQ-chat, l'ambulance. QQ-chat, l'ambulance. Voilà, ce que donc ça, je vous laisse avec vos cas de conscience savoir ce que vous allez faire de ce vilain contremaître, compte tenu de toutes les choses horribles qu'il fait, notamment ce qu'il a fait aujourd'hui à compter les femmes de son harem qui portent ses sacs de riz pour lui.
Gros salopard quand même. Voilà, voilà. Et donc c'est tout pour cette petite session. Et encore bravo à vous, hein, si vous suivez toute l'aventure. Continuez comme ça. Voilà.